Bêtises, Farfly, ça va me... Ah ben voilà. Très bien, bon, bonsoir à tout le monde. On va peut-être commencer. Rodrigo, on y va? C'est parti. C'est parti, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Mexique, l'IFAL. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment d'échange et de réflexion autour d'un thème essentiel dans le monde de l'enseignement, de la formation, la gestion du stress et de la prévention du burn-out. Et ce webinaire est animé par Michel Boiron, ancien directeur du CABILAM Alliance française et expert reconnu en formation d'enseignants de FLE. Et Michel, il va nous offrir des outils concrets pour mieux gérer les situations de tension, pour préserver notre équilibre personnel et professionnel, et ainsi que des activités, j'espère, pour adapter en classe. Nous vous remercions de votre présence et de votre intérêt pour ces sujets et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Merci à Rodrigo, merci à l'IFAL et à l'ambassade de France au Mexique d'avoir organisé ce webinaire pour vous. Et on va partager pendant 1 heure et demie pas mal d'idées. Donc, il y a deux types d'idées que je voudrais présenter avec vous. Déjà, des idées évidemment sur les stratégies pour nous-mêmes, en fait, en tant que professeurs, comment éviter le burn-out, on va y revenir. Mais également, je voudrais vous proposer des activités que vous allez pouvoir utiliser en classe, déjà, si possible au niveau, dès le niveau A2. Je vois Pilar Guzman a levé la main, mais je ne sais pas comment lui donner la main. En fait, je ne sais pas comment donner la parole aux personnes. Donc, vous pouvez communiquer dans le chat. Malheureusement, donc, je ne peux pas converser avec vous, mais vous êtes les bienvenus pour mettre des remarques dans le fil de discussion. Et autant que faire se peut, je vais vous répondre. Alors, vous savez, chaque formateur, en fait, donc moi, comme l'a dit Rodrigo, je m'appelle Michel Boiron. J'ai la chance d'avoir dirigé une institution qui s'appelle le Cavillam Alliance Française pendant 28 ans. Et aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, ben, je continue mon parcours de pédagogue et je voyage effectivement un peu partout dans le monde pour présenter des idées et réfléchir avec les professeurs à des idées qu'on peut utiliser en classe. Alors, chaque animateur, chaque formateur a un peu ses tics personnels. Et pour moi, mon tic personnel, c'est de toujours commencer par une chanson. Alors aujourd'hui, j'ai choisi donc pour ce thème stratégie anti-stress et anti-burnout pour professeur de français, j'ai choisi une chanson de Gaël Faye qui s'appelle Respire. Gaël Faye, c'est un des artistes les plus intéressants, les plus importants actuellement sur la scène musicale, mais pas seulement musicale en France. Il est franco-rwandais, son papa est français, sa maman est rwandaise. Il, euh, il est écrivain aussi. Il a publié un livre qui s'appelle Petit Pays, qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Et en 2024, il a eu un deuxième prix prestigieux, le prix Renaudot, pour un deuxième roman qui s'appelle Jacaranda. Et pour nous, professeurs de français, ce Gaël Faye est formidable parce que c'est à la fois un chanteur, un musicien, un écrivain. Il écrit aussi des scénarios pour films et c'est également un performeur hors pair en situation de scène. Alors, quelques notes de Respire de Gaël Faye. C'est parti. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
t'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Si vous avez aimé cette chanson un petit peu, entre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mettez un petit message dans le chat, ça me fera plaisir. Comme ça, je vois si vous êtes là aussi en même temps. Donc, excellente chanson, beaucoup. Oui, moi j'aime beaucoup personnellement Gaël Faye, c'est super, j'ai bien aimé, ça fait du bien. J'ai bien aimé, Dulce et Deita, mais un petit cœur, Benjamin aussi, excellent. Donc, il y aura quelques autres chansons aussi pendant cette présentation. Ça fait partie des choses que je fais avec plaisir, partager avec vous les chansons que j'aime. C'est différent à ce que j'utilise dans mes cours avec les enfants de maternelle. Oui, bien sûr. Alors, on peut dire aussi que utiliser des chansons en classe, c'est sympa parce que c'est une forme aussi non langagière, en fait. On le, on le fait, même si on comprend pas les paroles, il y a une ambiance qui se crée. Voilà, pour commencer. Je commence tous mes cours par une chanson, et plus exactement par un extrait de chanson, en général 30 secondes. Alors pourquoi 30 secondes et pas plus? Tout simplement parce que j'ai envie que les élèves, quand ils sortent de la classe, ils aillent sur YouTube ou une autre plateforme et qu'ils essaient d'écouter la chanson en entier. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui donc des stratégies de la gestion du stress. On va parler de surmenage, on va parler aussi de comment éviter le burn-out. Et évidemment, pour commencer, c'est bien de savoir de quoi on parle. Quand on parle de stress, la première chose qu'il faut dire, c'est que le stress, c'est tout à fait normal en fait. Le stress est une réponse normale d'adaptation de l'organisme aux contraintes et agressions qu'un individu rencontre chaque jour dans le cadre de sa vie quotidienne. C'est pas exceptionnel, c'est une adaptation tout à fait normale, à la fois physique et intellectuelle, pour répondre à une sollicitation inhabituelle. Et parfois, d'ailleurs, le stress est assez positif. Il y a certaines situations de stress, comme par exemple quand on va animer un webinaire ou quand on va à un examen. D'une certaine manière, le stress peut être positif parce que c'est une forme aussi de concentration. Euh, eh bien, Luis Enrique, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir aussi. Et puis, j'aime bien commencer effectivement par une chanson. Donc, première chose à retenir, le stress, c'est une réaction normale à une situation inhabituelle ou à une situation particulière qui transforme donc la réaction physique et intellectuelle. Mais c'est normal. Ce n'est pas une maladie d'être stressé. Deuxième notion, en fait, c'est le surmenage. Alors, le surmenage, c'est un ensemble, vous le voyez ici dans la définition, donc c'est un ensemble de troubles consécutifs à une activité physique ou intellectuelle au-delà du seuil de fatigue. C'est-à-dire que par exemple, vous avez beaucoup de travail et vous n'arrivez pas à faire tout ce travail, vous êtes très fatigué et donc il y a une surdose de travail et qui effectivement conduit à une grande fatigue. Et là, on est dans le stress d'une certaine manière, mais c'est un stress durable et donc d'une certaine manière, on a une fatigue et ça s'appelle le surmenage. En anglais, overwork. Là aussi, le surmenage n'est pas une maladie, c'est une réaction normale à un excès de travail, à une situation assez durable quand même de sollicitation très forte et de travail de surmenage. Mais si par exemple vous avez une manifestation, un événement à organiser, eh ben, pendant un certain temps, vous êtes très occupé et c'est tout à fait normal d'être pendant cette période surmené. Ce qui est dangereux, c'est lorsque on garde ce surmenage pendant des semaines et des mois. Et c'est là qu'on arrive aussi à un autre terme qui s'appelle la résilience. Lorsqu'une personne a un accident ou un traumatisme ou une grave maladie ou bien un deuil, par exemple dans une famille, eh bien il faut un certain temps aussi pour revenir à une situation normale, à un comportement normal. Être triste, c'est légitime. Avoir un accident et avoir un traumatisme qui va se réparer pendant une certaine durée,
bah, c'est normal. Et la résilience, c'est aussi la capacité à résister justement à des agressions de la vie quotidienne ou dans le monde du travail, par exemple. Donc, c'est donc l'aptitude, comme vous le voyez ici, d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances dramatiques. C'est-à-dire, il y a un deuil, un accident, et puis on revient à la situation normale où on est capable de fonctionner normalement. Donc, on a vu déjà trois notions. Le stress, normal, ce n'est pas une maladie, c'est une activité, c'est une réaction normale à une sollicitation externe. Le surmenage, qui est un excès de travail qui conduit à une fatigue excessive. Et la résilience, qui est la capacité de chaque individu à réagir et à résister par rapport à un traumatisme ou par rapport à une situation difficile. On arrive maintenant au burn-out. Le burn-out, c'est réellement une pathologie, une maladie. L'Organisation mondiale de la santé décrit cela comme un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement professionnel qui est caractérisé donc par une fatigue physique et psychique intense et qui va être générée par une sensation d'impuissance et de désespoir. En fait, les trois notions qu'on a vues avant, stress, surmenage, résilience, sont trois choses normales, parfois difficiles à vivre, mais en tout cas qui font partie de la vie quotidienne. Et par contre, le burn-out, c'est une maladie. Donc, quand on a cette situation de burn-out, eh bien là, malheureusement, eh bien, on est en situation dans laquelle on ne peut plus travailler, on est exclu même de son univers habituel, et donc là, on a besoin d'une aide médicale. Donc, il s'agit vraiment d'une maladie. Alors, le burn-out, en fait, il y a des moyens de le reconnaître. Il y a en fait quatre phases. Une phase d'alarme, donc c'est lié effectivement au surmenage. Donc, on a une longue période d'hyperactivité. Souvent, d'ailleurs, les personnes sont passionnées, les personnes travaillent avec plaisir, avec engagement, et donc oublient en fait qu'il y a surchauffe et il y a un problème ouais, disons de surmenage qui est durable et qui peut créer un danger. J'ai oublié de vous dire qu'à la fin de cette présentation, vous aurez un code avec une adresse Internet et vous pourrez retrouver cette présentation entièrement donc à votre disposition. Le burn-out, première phase d'alarme, c'est vraiment noté avec une grosse fatigue et le stress dont on a parlé, qui était normal, devient chronique et il finit donc par épuiser le corps avec des répercussions physiques et psychiques. Alors, quels sont les premiers symptômes de ce burn-out? Ben, des choses finalement assez simples. Les maux de tête, les maux de dos, l'irritabilité, des troubles visuels. À ce stade, des signaux d'alerte, ben, il n'y a pas de pathologie précise et en général, on ne fait pas trop le lien avec le burn-out. Deuxième phase, c'est la phase de résilience, la phase de résistance par rapport au burn-out. Et là, on entre dans un engrenage. Et cet engrenage, on va essayer de l'éviter. Je vous donnerai tout à l'heure, bien sûr, des stratégies pour éviter et aussi, si possible, des activités pour développer à la fois votre bien-être, mais aussi le bien-être des élèves, des apprenants à l'intérieur des cours. Donc ici, on est dans la phase d'engrenage, la phase de résistance. Donc l'individu est fatigué, il est donc par conséquent moins efficace et la personne redouble d'efforts plutôt que de demander de l'aide à l'extérieur. Quand on est manager, par exemple, c'est une phase dans laquelle on sent qu'on est épuisé, mais au lieu de demander de l'aide et de déléguer le travail à quelqu'un d'autre, eh bien, on continue à travailler davantage pour essayer de compenser un manque d'efficacité parce que on est sans arrêt en train de travailler. Phénomène que l'on remarque, qui est particulièrement évident dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle la désocialisation, c'est-à-dire que pendant les vacances, pendant le week-end, pendant les soirées, le travail occupe une place de plus en plus grande et donc la sphère familiale est peu à peu délaissée, ainsi que les activités sociales et amicales. En gros, on perd ses amis, on a un contact de moins en moins valorisé avec sa famille. Ça conduit donc à un isolement
Et malgré tous ces signes qui devraient alarmer la personne qui est concernée, eh bien, la personne entre en général dans le déni, c'est-à-dire elle ne veut même pas remarquer qu'elle est en train d'avoir ces problèmes. Et à ce stade, en fait, eh bien, il y a des personnes autour de soi qui commencent à dire, ah tiens, François ou Michel ou Louis, tu as l'air très fatigué en ce moment, tu devrais peut-être lever le pied, travailler un peu moins, ça serait bien. Et malgré ces alertes, eh bien, on reste toujours dans l'idée de continuer à travailler comme ça. Et donc, en fait, on va atteindre la phase de rupture. C'est un moment difficile à vivre parce que la personne est pleine de désillusions, le corps a atteint ses limites, le travail s'en ressent, on n'est plus capable de travailler correctement, et les efforts sont de moins en moins reconnus, les personnes se rendent compte qu'on est moins efficace, et donc le sujet, la personne se sent moins reconnue dans son travail et l'anxiété grandit, et donc effectivement l'estime de soi diminue. La personne pense que elle elle n'est pas capable de faire le travail pour lequel elle est payée ou elle n'est pas capable de faire le travail qui est demandé. Donc on voit ici, c'est déjà là le point de pratiquement de rupture. Donc on est sur le point d'avoir de sérieux problèmes. Alors les troubles, cette fois-ci, sont évidents. Il y a des insomnies qui deviennent chroniques et d'autres pathologies qui apparaissent comme l'hypertension, l'eczéma, des infections. On est facilement malade et on essaie de tenir au fur et à mesure quand même. La dérive devient visible aussi parce que le comportement change. On s'emporte, on est irritable, on a des remarques cyniques, on est très irritable, il y a un changement d'humeur fréquent. Donc on voit, il y a des signes vraiment concrets. Et puis, pour tenir coûte que coûte, on va faire appel à des substances chimiques. On va prendre des somnifères pour dormir, des tranquillisants pour dormir aussi, et puis des excitants pour pouvoir chaque jour être opérationnel dans la vie du travail. On voit là, vous sentez tout à fait cet engrenage terrible vers lequel justement on va essayer de ne pas aller. Et en fait, le burn-out, il arrive là, c'est la phase 4, cette phase de burn-out où il est trop tard, c'est l'effondrement. Donc, la personne, l'individu qui est atteint par ce... euh, Monique dit, la phase 2 me semble un peu montrer les signes d'une addiction qu'on ne veut pas accepter. Vous avez raison, Monique, c'est tout à fait vrai et on voit à quel point on est dans le déni, on ne veut pas, on veut pas se faire, on croit qu'on est tout simplement enthousiaste et qu'on continue à travailler et que c'est simplement le travail qui est fatigant. On ne veut pas reconnaître jusqu'à la phase justement du burn-out où il est trop tard. Là, on est épuisé sur le plan émotionnel, épuisé physiquement, épuisé psychiquement et on craque en fait. On a brûlé toutes les réserves et on n'est plus capable de travailler. Très souvent, en fait, quand on est atteint de burn-out, eh bien, c'est une maladie, comme on l'a dit, et malheureusement, c'est une maladie qui rend la personne très fragile. Donc, la maladie est marquée par des crises de panique, l'atonie, c'est-à-dire la personne n'a plus aucune force, plus aucun entrain. Et pire encore, on peut avoir un accident cérébral ou cardiaque. C'est associé bien sûr à la dépression, parfois même à la violence. Et malheureusement, les proches ou les collègues peuvent faire les frais de cette attitude. Alors, le traitement, en fait, qui est associé au burn-out, eh ben, c'est un arrêt de travail, un suivi médical et psychologique qui, normalement, aidera à trouver un équilibre. Ce que l'on remarque, en fait, chez les personnes qui ont un burn-out, c'est qu'elles restent très fragiles dans l'avenir et elles vont être plus sensibles aux situations de stress. Donc, en fait, c'est la morale de l'histoire. L'idée, c'est le stress, d'accord, le surmenage, pourquoi pas un certain temps, la résilience, il faut travailler dessus. C'est aussi face à une situation anormale et triste ou douloureuse, eh ben, il faut du temps pour récupérer, c'est normal, c'est complètement, c'est complètement normal. Mais le burn-out, il faut tout faire pour ne pas entrer dans ce système. Alors, eh bien, je voudrais vous proposer déjà de voir ensemble, de discuter. Vous voyez ici au tableau, en fait, sur votre écran, vous voyez 4 images. Et je vais lancer un petit sondage
pour savoir quelle est votre image préférée. Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 2? Ou est-ce que c'est la 3? Ou est-ce que c'est la 4? Voilà, vous avez quatre images ici et vous avez le choix. Donc, voilà, vous pouvez répondre. Est-ce que tout le monde voit le sondage qui est apparu sur l'écran? Je vois Réré qui répond oui, tout le monde voit. Donc, vous répondez. Voilà. On est à 27, 33, 39, 40 réponses sur 63 personnes. On va attendre un tout petit peu. 3 et 2. Moi, je vois que les plages et puis les balades en montagne, ça vous parle beaucoup. On est à 46 réponses. Allez, encore un petit peu. Pour l'instant, nous sommes 66 participants donc à ce webinaire. Et j'espère que vous n'êtes pas trop stressés en écoutant. Voilà, encore 10 secondes et je vais pouvoir partager avec vous les résultats. Salut, ici Gisela. Non, c'est bien. D'accord. Bon, on a 50 réponses, je crois que c'est suffisant. Je mets fin au sondage et je partage avec vous les résultats. Est-ce que vous voyez bien le résultat du sondage? Alors, si je vois bien, moi, en fait, l'image 1 n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a eu une réponse pour cette image sur 50, dans une image de classe, mais on voit bien ici, c'est une classe assez traditionnelle quand même. L'image 2, ben, c'est celle qui a reçu le plus de réponses positives, donc 52%, donc 26 participants sur les 50 réponses qu'on a eues. Effectivement, la plage, ça a l'air pas mal. Alors, il y a des gens ici, l'image 3 a eu aussi beaucoup de succès. C'est 20 réponses sur 50 réponses avec des vacances peut-être actives. Et vous avez la quatrième image. Donc, cette quatrième image, elle est assez intéressante. Est-ce que quelques-uns d'entre vous connaissent cette image? Non, personne? Alors, en fait, c'est une image qui date de 1910. Au début du XXe siècle, on imaginait en fait on imaginait comment serait l'éducation au XXIe siècle, en l'an 2000. Donc on est en 1910 et, euh, et donc on imagine sera, comment sera en fait comment sera l'enseignement à l'an 2000. Alors ici, vous voyez, c'est assez intéressant à regarder cette image parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des élèves qui sont assis, mais qui visiblement ne communiquent pas entre eux. Ils sont tous, ils portent tous un casque avec un fil. Le fil est relié à une machine. Dans cette machine, on voit derrière la machine, il y a un professeur qui, lui, est en train de mettre des livres dans la machine. Et puis, il y a un élève esclave qui est en train de broyer, en fait, les connaissances qui sont ensuite transmises vers les élèves, donc à travers cette machine. Ce qui est frappant ce qui est frappant en fait dans cette image, c'est qu'on présente en fait effectivement une vision de l'enseignement du futur qui est marquée par l'évolution technologique. Donc ici, donc on a du savoir qui passe par une machine qui est transmis automatiquement vers des élèves qui eux-mêmes ne communiquent pas. Ce qui est frappant dans cette image, c'est aussi que c'est le professeur qui décide. Monique dit ce serait comme rester branché sur l'IA. Oui, il y a une petite différence, on va voir. C'est que ici, c'est le professeur qui définit ce que les élèves doivent apprendre. Et on ne voit ici, dans l'évolution vers un enseignement différent, qu'une évolution technologique. Il y a toujours la salle de classe, il y a toujours des élèves, toujours des professeurs, et c'est toujours le professeur qui décide ce que l'on va apprendre. En 2025, quelque chose a changé, c'est certain.
Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le professeur qui définit ce que l'élève va apprendre. D'ailleurs, vous le voyez, vous qui êtes professeur de français, vos élèves peuvent, évidemment, vos apprenants peuvent apprendre le français avec vous, mais ils ont aussi la possibilité d'apprendre le français par d'autres moyens, soit par la télévision, soit par les plateformes, soit il y a Georgina qui met automatiser les êtres humains. Effectivement, c'est le danger, en fait. C'est déshumaniser l'humain. Et si on parle d'intelligence artificielle, moi je dirais que ce qui est intéressant, c'est savoir est-ce que l'intelligence artificielle va permettre ou non de développer l'intelligence humaine, va permettre d'accompagner l'intelligence humaine pour la rendre plus performante. Voilà, ce sont de vraies questions. Ici, simplement, je termine sur cette image. Donc, c'est une vision du futur dans laquelle il y avait toujours des classes, il y avait toujours des professeurs, et il y avait toujours des professeurs qui décidaient ce que les élèves apprenaient. Il est probable que dans le futur, en fait, les sources de savoir soient extrêmement nombreuses et que il y a même la question de savoir quel sera le rôle du professeur dans le futur dans les établissements scolaires. Peut-être que le rôle du prof sera justement de d'insister sur la communication humaine, les relations entre les personnes. C'est pourquoi je voudrais aussi vous proposer donc de réfléchir ensemble à donc quelques idées, puis ensuite à des moyens d'améliorer. Voilà, Sandrine Léoté dit sur cette gravure, il y a une très grande passivité des apprenants. Vous avez bien raison, c'est sûr. De même, dans l'image, le prof ne fait que sélectionner les connaissances, mais il ne les explique pas vraiment. Vous avez raison aussi, c'est-à-dire c'est assez intéressant d'ailleurs cette réflexion parce qu'aujourd'hui, par rapport au savoir, l'enseignant aujourd'hui ne sait pas tout à fait quelles sont les connaissances que l'apprenant est en mesure ou est en cours, en train d'apprendre en fait. Beaucoup de choses lui échappent. Et ce qu'il peut faire, c'est interagir avec les apprenants pour vérifier ce que l'apprenant apprend aussi en dehors de la classe. Et ce sont vraiment des enjeux pour le futur très importants. Alors, quelques questions à vous pour continuer. D'après vous, combien d'heures de travail sont normales par jour? Je vous invite à répondre dans le chat. Combien d'heures de travail sont possibles, sont 6 heures, 8 heures, 6 heures, 8 heures, 8 heures, 7 heures. Comme prof, je dirais 5 heures, 6 heures, 8 heures, pas plus de 6. Ça dépend du pays. Au Mexique, 8 heures normalement. 10 heures. Comme prof, 5 heures. Ouais, c'est pas mal. Donc on est entre 5 et 10 là. 8 heures idéalement, dit Samuel. Oui, très bien. Deuxième 7 heures, 8 heures. Louis Enrique et Jennifer. Deuxième question, puisque le travail sont. Oui, je travaille seulement 3 heures par jour. Ah, beaucoup de chance, Maria. Génial. Euh, Est-ce que vous travaillez les week-ends? Deuxième question. Est-ce que vous travaillez les week-ends? Oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui a mis, ce serait bien 8 heures. Ça veut dire qu'il travaille plus. Mhm. Alors, je vois que enfin, beaucoup de personnes ici, parmi vous, travaillent le week-end. Parfois spécialement en période d'examen. Oui, ça c'est période d'examen. On est effectivement dans une situation où sur une durée momentanée, on a un comportement différent. Parfois le samedi, dit Cathy. Non, je me garde le plus possible pour moi. Bon, très bien. Question suivante. Est-ce que vous travaillez pendant les vacances? Haha. Là, il y a des gens hein, qui emportent du travail, oui, parce que les centres de langue offrent des cours pendant les vacances. Parfois les centres de langue ont plein d'élèves le week-end, oui. Non, les vacances sont sacrées, dit quelqu'un. Non, oui. Si je peux éviter, c'est mieux. Oui, je pense que, effectivement. Mais oui, à la question 2 et 3. Mhm.
Parfois. Donc on voit ici, c'est assez intéressant en fait, c'est une des caractéristiques du métier du prof, c'est que contrairement à d'autres métiers, on est prof en fait 7 jours sur 7. Et même quand il dit on n'arrête jamais. En fait, c'est vrai, c'est-à-dire que même quand on est en situation de loisir, ben, parfois on se dit, tiens, là j'ai vu, il y a un film, peut-être je peux utiliser ce film. Voilà. Donc, et Ray Ray dit, je fais du bricolage à la maison, donc je travaille autrement. Et voilà. En fait, c'est une bonne idée de changer d'activité et de travailler autrement. Je commence à privilégier mes vacances, dit Graciela. On va venir à tout ça. Dernière question. Pensez-vous avoir assez de temps pour vos loisirs? Pensez-vous avoir assez de temps pour vos loisirs? Non, non, je déconnecte de l'école. Bravo. Je préfère jouir avec ma famille. Je m'oblige de plus en plus. Malheureusement, non. Non, pas du tout. Vous voyez, là, ici, j'ai dû attendre la retraite pour dire oui. Alors moi, vous voyez, je suis à la retraite d'une certaine manière, mais j'ai plaisir à continuer à faire mon métier, qui est celui de pédagogue, en fait. Non, c'est aussi à cause des horaires de cours. Bon, merci pour ces réponses. Pendant mes vacances, je me repose. C'est une bonne idée de se reposer pendant les vacances, ou de faire autre chose, en fait. Alors, voici ici un deuxième sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Et ce sondage, c'est quelle situation trouvez-vous particulièrement stressante? Alors, voici ici le sondage. Je vais lancer le sondage si je peux. Voilà, oui, sondage 2. Voilà, lancer. Voilà, vous avez ici le questionnaire qui apparaît. Donc, quelle situation trouvez-vous particulièrement stressante? Par exemple, je dois rencontrer le directeur, je dois participer à une réunion de profs, quelqu'un vient observer ma classe, je dois rendre des notes à l'administration, je m'entends moins bien avec une classe et je dois faire cours dans cette classe. Pas évident des fois. Je dois préparer mon cours et je n'ai pas le temps. C'est l'heure de mon cours et je suis en retard. Oula, oula. J'ai l'impression que je ne parle pas assez bien français. J'ai rendez-vous avec un parent d'élève qui vient contester les résultats de son enfant. Et puis, rien ne me stresse. Alors, l'ami, parce qu'il y a je connais des personnes, il y a personne qui est stressé. J'en connais quelques-uns comme ça. Alors, on a 35 réponses sur 70 personnes présentes. Ce sont en fait des situations que nous rencontrons comme professeurs. On ne peut sélectionner qu'une réponse sur le sondage. Normalement, on pouvait sélectionner plusieurs, mais je peux. Alors, normalement, voilà, vous savez, avec cette activité de sondage, dont parfois on a des problèmes à les mettre en place, mais normalement, ce sont plusieurs réponses qui sont possibles, effectivement. Ben, au plus vous avez de réponses possibles, au plus c'est stressant, en fait. Il y en a plusieurs. Alors, parmi celles, peut-être celle qui est la plus stressante pour vous, parmi ces 10, on va trouver 18%, 15%. Je m'entends moins bien avec une classe et je dois faire cours. Ça, c'est celle qui a été le plus souvent choisie. Et personne n'a mis rien ne me stresse. Alors, ce que je trouve assez stressant maintenant, c'est l'indiscipline des étudiants du collège. Mhm. C'est assez intéressant votre remarque, Maria, parce que c'est vraiment tout un. Voilà, vous allez pouvoir ici partager. Voilà, vous voyez le résultat du sondage. Je ne vois plus le sondage, mais je dirais c'est l'heure de mon cours et je suis en retard. D'accord. Oui, c'est pas évident. D'accord, d'accord. Très bien. Bon, ben, on va continuer alors. Euh, En fait, toutes ces situations existent dans la vie de prof et c'est là aussi le fait d'avoir une situation stressante, ça, c'est pas grave. C'est le fait d'en avoir plusieurs simultanément qui va créer une situation difficile. Et voici
Actuellement, dans les cours, il y a des élèves anxieux, surtout après la pandémie Covid. C'est difficile à gérer, dit Monique. En effet, en fait, alors on parle beaucoup de ça aussi en France actuellement. Donc, ce qu'on appelle le mal-être des adolescents et des jeunes. On constate en fait aussi en France qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ressentent ce mal-être et il y a même des campagnes à la télévision pour essayer d'aider ces jeunes en fait. Alors ici, voilà les facteurs de risque. Même, même chose, un risque n'est pas un problème en lui-même, c'est la combinaison de plusieurs risques qui pose problème. Donc, par exemple, la charge de travail excessive, les changements organisationnels fréquents. Alors ça, on connaît, hein, il y a par exemple, dans l'école, il peut y avoir des changements d'organisation à l'école, il peut y avoir sans arrêt de nouvelles règles, de nouveaux programmes. On change de manuel très souvent, donc ça peut générer effectivement des difficultés. La mauvaise gestion du temps, je suis toujours en retard, donc ça crée un problème. Le déséquilibre entre le travail et la vie personnelle. Je travaille tellement que je n'ai plus le temps pour chez moi. L'ambiguïté des rôles. Alors peut-être c'est un peu abstrait, mais ça veut dire parfois, par exemple, un professeur est approché par la direction pour prendre une responsabilité, mais il a une responsabilité, mais cette responsabilité n'est pas vraiment clairement définie. Et donc, il ne sait pas exactement ce qu'il peut faire ou pas. Et ça, effectivement, ça génère un risque. Les facteurs de personnalité, effectivement aussi. Il y a des personnes qui sont plus ou moins inquiètes, plus ou moins émotives. Le fait d'être émotif n'est pas un défaut en soi. Si par exemple je suis écrivain, si je suis poète ou chanteur, le fait que je sois très sensible va être un avantage en fait dans mon métier. Par contre, effectivement, si je suis responsable, je suis agent de sécurité, le même facteur de personnalité, d'émotion ou l'émotion facile va être un problème. Dans le cadre de professeurs, il y a des professeurs qui sont plus ou moins anxieux, plus ou moins émotifs aussi, et donc en fonction de ça, plus ou moins fragiles par rapport donc aux exigences de la vie professionnelle. C'est normal. Les exigences émotionnelles élevées, c'est-à-dire que soi-même, on veut absolument être extrêmement performant, on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas un cours qui n'a pas bien marché, et donc là, on se met soi-même en danger. L'environnement de travail malsain est aussi un facteur de risque. Par exemple, si on est en permanence dans un endroit sale, si les personnes à l'intérieur de l'école ne s'entendent pas, si il y a des conflits interpersonnels entre les personnes qui travaillent dans un même lieu, tout ça crée un problème. L'absence de reconnaissance, vous savez que c'est un des facteurs, souvent quand on parle des professeurs et pourquoi ils sont pas contents de leur travail, souvent ils disent que c'est parce que justement leur métier n'est pas assez reconnu ou qu'il n'y a pas de reconnaissance sociale et c'est un fait. Donc le manque de soutien, vous avez un problème dans la classe et puis l'administration ne vous soutient pas dans votre travail, ça c'est un facteur de risque. Le manque d'autonomie, alors c'est assez intéressant, c'est ce numéro 11, le manque d'autonomie ou et de contrôle. C'est-à-dire qu'on a d'une part besoin d'autonomie et parfois on a besoin de contrôle et de vérification du travail. Et les deux, soit pas assez d'autonomie, soit trop de contrôle, soit pas assez de contrôle, génèrent également du risque. Le conflit de valeurs, ça, c'est très important. Bon, imaginez que demain, on change les programmes et à la fois les programmes scolaires et puis les programmes dans votre institution et on vous demande d'enseigner aussi des valeurs. Par exemple, je ne sais pas moi, la suprématie des hommes sur les femmes ou des femmes sur les hommes, enfin, quelque chose que vous n'approuvez pas personnellement et donc ça crée une situation aussi à risque. L'épuisement professionnel antérieur, on l'avait vu tout à l'heure, donc le risque qui est lié au fait qu'on a déjà eu une situation de burn-out et donc on est fragile. Et puis enfin, l'isolement social. Donc ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup quand même de caractéristiques et de facteurs de risque. Et on va essayer d'éviter ça. Et tiens, dernier sondage.
est-ce que vous êtes vous-même sur le chemin du burn-out? Alors, on va faire un petit test et j'espère que non. J'espère que non. On va voir si vous êtes d'accord. Alors, c'est absolument anonyme, évidemment. Et je lance j'espérais pouvoir lancer le, pourquoi je peux pas le lancer? Je n'arrive pas à lancer le sondage. Rodrigo, ah voilà, c'est bon. C'est parti. Donc, vous pouvez répondre. Vous avez 10 situations. Et là, normalement, il y a plusieurs réponses possibles. Oui, voilà, choix multiple. Il y a quelques éléments qui pourraient indiquer que vous êtes sur le chemin du burn-out. Normalement, il y a plusieurs réponses possibles. Oui, normalement, c'est ça. Donc, vous voyez, le matin, vous vous levez, vous vous sentez encore fatigué, vous avez des difficultés à vous concentrer, vous vous sentez inhabituellement irritable, le quotidien vous semble plus difficile et plus épuisant qu'avant. Vous vous sentez en situation d'échec par rapport à vos attentes, vous avez du mal à prendre soin de vous, même plus le temps de s'habiller, de se coiffer correctement, vous avez du mal à être attentif à vos proches, à vos collègues, vous avez du mal à sourire et à rire, ça c'est important. Oui, le chat, bah super, elle a tout, Pauline a tout sélectionné. Oh mon Dieu, voilà. Ouh, il y a quelqu'un qui a peur, là, c'est Clara Garcia. Encore une fois, c'est absolument anonyme et je vous expliquerai après comment traiter cette petite enquête. Alors, il y a 53 personnes qui ont répondu. J'attends encore. Je suis ravi, je ne ressens aucun de ces symptômes. Bravo, Monique. C'est beaucoup de chance. Alors, je peux vous dire que dans l'expérience que j'ai de cette petite enquête, il y a effectivement des personnes qui n'ont aucun de ces éléments. Je vois Karen qui dit 3 sur 10. Ah, 3 et 10, pardon. 3, 5 et 10. Avez-vous envie de partir très loin de plus voir personne? Ça arrive. Moi non plus. 0 sur 10, bravo. Vous avez beaucoup de chance si aucun de ces éléments ne joue un rôle dans votre vie actuelle, parce que ça peut changer d'un jour à l'autre. 4 sur 10, 4 sur 10, c'est pas mal. Alors, voilà, on a 55 réponses, 1 sur 10, bravo. Je mets fin au sondage et je vais partager avec vous les résultats. Donc, vous voyez, en fait, ici, dans le groupe, on a ce qui est ressorti, c'est le matin, quand vous vous levez, vous vous sentez encore fatigué. Alors, je vous signale que c'est pas grave. Voilà. Euh, En fait, ici, euh, aucune des, euh, aucune des choses qui sont écrites ici n'est dangereuse si elle est isolée. Par exemple, vous ne vous sentez pas assez reconnu pour votre travail. Oui, c'est désagréable, mais ça ne suffit pas pour arriver au burn-out. Mais par contre, lorsque on a une combinaison ici de 6 ou 7 facteurs qui sont simultanément présents, alors là, vraiment, on est en danger. Et là, il faut se faire aider. Là, vous allez dire, mon Michel, vous êtes sympa là, mais ça fait ouais, 3 quarts d'heure que vous parlez et vous avez parlé beaucoup de problèmes et maintenant on aimerait bien avoir des solutions. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord. Ah bah oui, 2 sur 10. Et donc maintenant on va voir en fait quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci Monique. Alors, la première stratégie anti-burnout, bah, c'est de reconnaître les signes du burnout. C'est vraiment d'être attentif et de se dire, tiens, voilà, il y a un certain nombre de signes, je vais les identifier et à partir de là, je vais agir pour justement éviter d'aller vers le burn-out. Alors, par exemple, quelques signes simples. Vous êtes bizarrement maladroit ou maladroite, vous vous cognez aux meubles, aux gens,
vous vous sentez épuisé, vous n'avez pas envie de commencer la journée. Ça a l'air comme ça vraiment banal. Ce sont des signes. Il y a beaucoup de phrases négatives ou de mots négatifs dans vos phrases. Par exemple, au lieu de dire il fait beau, vous dites il ne fait pas mauvais. Euh, Tu vas bien? Ah, ça va pas trop mal. En fait, c'est chaque phrase que je viens de dire ici, isolée, n'a pas de valeur. Donc, je peux très bien dire ça va pas trop mal et c'est pas grave. Mais lorsque il y a accumulation des phrases négatives pour dire quelque chose de positif, là, il y a un signe vers un moment oui, peut-être de problème. Et vous pensez que vous n'arriverez pas à tout faire le temps prévu, dans le temps prévu. Ce sont des choses comme ça qui, si elles se répètent, sont des signes. Alors, quelques stratégies anti-burnout et quelques stratégies que vous allez pouvoir euh, mettre en place aussi dans des classes avec vos élèves. Alors, la première chose que l'on peut faire pour lutter contre le burnout, c'est développer l'estime de soi. Par exemple, euh, j'ai pris l'exemple, mon père disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que... Est-ce que vous pouvez continuer cette phrase? Essayez de trouver la suite. Quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que... Allez, j'ai besoin de votre aide là, un petit peu. Comment continuer cette phrase? Que j'étais pas assez intelligente, que tout avait une solution, que je pouvais faire des erreurs à tout moment, que j'étais parfaite, que j'avais gardé mes cheveux. L'opinion des autres était primordiale. Étienne Hubert. Je n'étais pas assez belle, la vie est plus facile. Tout était facile pour moi, je le savais. Que j'allais transformer le monde, je serais toujours jeune, que j'étais parfaite, moi aussi. Il faut travailler toujours et être gai dans la vie et souriant. Que demain tout peut changer. Je pensais qu'à faire de l'argent, que tout était facile. Oh, super, merci pour votre. Je savais tout, que la vie était facile. Eh bien, voilà ce que disait mon père, en fait. Lui, il disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que j'étais parfait. Alors peut-être qu'il ne faut pas penser qu'on est parfait, mais peut-être que c'est important pour développer l'estime de soi, de se dire, tiens, voilà, parmi les adjectifs qui sont ici, donc dans une vraie classe, c'est ce que je fais en fait avec les élèves aussi. Je leur dis de choisir parmi. Alina a dit, et c'était un défaut, mais ça dépend. Mon père disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que j'étais parfait. Et après, il a dit, même celui-là, je l'ai finalement éradiqué, je l'ai supprimé. Alors ici, donc développer l'estime de soi fait partie des premières règles pour éviter le burn-out et en fait développer le bien-être. Dans, Si on était ensemble en physique, en présentiel, je vous demanderais à tour de rôle donc de dire, ben, je m'appelle, par exemple pour moi, je m'appelle Michel, et de choisir dans cette liste trois adjectifs qui vous correspondent. Donc, je suis dynamique, attentionné et optimiste. Voilà. Alors, tiens, je vous laisse choisir, peut-être vous le mettez aussi dans le chat, et vous mettez je suis, vous choisissez trois adjectifs dans cette liste qui correspondent à votre personnalité. C'est important de se faire du bien, de savoir. Annabelle dit, je pensais que le meilleur était à venir. Oui, c'est vrai. Alors, trois adjectifs pour vous. Regardez ici, le matin, voilà, je suis créative, communicative et spontanée. Je suis patiente, persévérante, optimiste. Je suis sympathique, attentionnée et patiente. Et vous savez, c'est très important hein, de se dire, de se regarder dans la glace le matin et dire, tiens, je suis optimiste, observateur et cultivé. Je m'appelle Irinia et je suis cultivée, intelligente et persévérante. Je suis sympa, persévérante, communicative. Je suis calme, enthousiaste. Je suis organisée, dynamique et persévérante.
Vous pouvez ajouter des adjectifs qui ne sont pas dans la liste, hein, si vous voulez. Ils sont ici dans la liste. J'ai choisi cette liste parce que pratiquement tous les mots sont transparents, comme on dit, pour des personnes qui sont d'une langue romane ou qui parlent anglais. Et presque tous les mots. Donc, c'est très bien. Je suis enthousiaste, intelligente, optimiste, je suis créative, dit Fleur intelligente et je parle français. Bravo. Je suis observateur, persévérant, optimiste, dit Samuel. Alors, ici, donc ça, c'est vraiment intéressant de mettre en valeur, en fait, les choses que l'on fait bien, les choses qui sont positives. Et vous pouvez faire ça aussi avec les élèves dans la classe. Donc, chaque élève choisit trois adjectifs qui lui correspondent et il dit, je m'appelle, comme tout à l'heure, par exemple, je m'appelle Louis et je suis intelligent, compétent et créatif, par exemple. Et après, eh bien, chaque élève, à tour de rôle, va choisir un autre élève ou une autre élève et il va dire, tu t'appelles Louis, tu t'appelles Anna Maria et et il va faire le compliment et ainsi de suite. Et on n'a pas le droit de choisir deux fois la même personne dans la classe, et on fait ça, en fait, jusqu'à ce que tous les élèves soient passés. En fait, si vous faites ça, si vous essayez, vous verrez, l'émotion est très grande, et au départ, ça paraît être un exercice un peu, oui, un peu artificiel, mais en fait, lorsqu'on le fait, il y a une vraie émotion dans la classe, et c'est finalement assez rare qu'on reçoive des compliments. En général, on reçoit plutôt des reproches. Donc, mais quand on dit, tiens, Nora, tu es sympathique, spontanée et compétente dans ton travail, ben voilà, il y a en fait quelque chose de positif s'est passé entre les élèves. C'est ce qu'on appelle un jeu de sympathie. Je ne peux pas le faire avec vous là en ligne, mais je vous promets que ça marche très bien. On continue. Euh, Très important aussi, c'est de savoir, deuxième stratégie. Donc, première stratégie, c'est donc développer l'estime de soi. Deuxième, chose, c'est savoir hiérarchiser ce qui est du plus important au moins important dans le cadre de sa propre vie. Ici, par exemple, voilà ici quelques éléments. La célébrité, la musique, les loisirs, la famille, la réussite professionnelle, l'argent, l'amour, les amis, la santé et la religion. Donc voilà ici, ça fait 4 et 3, 7, 10 mots qui sont des choses qui peuvent être importantes dans la vie. Et donc, l'idée, c'est là aussi, vous pouvez vous le faire individuellement. Donc, de mettre ces mots ici par ordre du plus important au moins important. Donc, peut-être le plus important, c'est la musique, peut-être c'est la famille, peut-être l'argent. Et on fait la liste comme ça, du plus important vers le moins important. Vous pouvez aussi, en fait, demander aux élèves de le faire et vous pouvez demander à un groupe d'élèves donc d'essayer de discuter ensemble, justement en petits groupes de trois, pour faire justement voilà, à partir de ces mots, ils doivent décider ce qui pour eux est le plus important. Et ensuite, ils vont présenter le résultat, mais pas le résultat personnel, mais le résultat du groupe. Alors ici, tiens, je vous laisse peut-être, comme on ne se connaît pas, pour moi, c'est la santé, la famille, la réussite professionnelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La famille, pour moi, numéro un, la santé, le bien-être, la santé, la famille, la réussite professionnelle. Voilà, c'est les trois les plus importants. Encore, peut-être quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. La santé, la famille, les loisirs, l'amour, les amis, la santé, dit Cathy. La santé, la famille, les amis. Alors ici, bon, l'argent, c'est la première, Gloria, c'est la première à dire l'argent. Mais voyez, dans la plupart des cas, l'argent et l'amour, dit Maria. C'est assez rare que les professeurs de français disent que le plus important, c'est l'argent dans la vie. Parce que si on pense que l'argent, c'est le plus important, en général, on ne devient pas professeur de français. En général, on choisit une autre profession, c'est sûr.
On gagne assez peu, exactement, Maria. Le Maria de Jesus. Effectivement, en fait, quand on fait ce type d'exercice avec différents types de publics, ben, on voit que si on est dans le public commercial, par exemple, on va avoir beaucoup de personnes qui vont mettre l'argent dans une position assez haute. Quand on parle avec des professeurs, en général, la santé, la famille arrivent très très haut et l'argent très très bas. Et voilà. Mais c'est important pour soi aussi de savoir exactement ce qui est le plus important. Parce que c'est bien l'idée de dire, tiens, si c'est le plus important, alors je dois consacrer plus de temps et plus d'énergie à ça. Euh, Important aussi de considérer, donc c'est une autre stratégie, que dans la vie, il faut travailler sur l'équilibre personnel et le bien-être. Et pour cela, il y a un équilibre entre 6 domaines qui doit être conservé. Il peut y avoir des moments de déséquilibre, mais si on veut vraiment réussir, alors, et se sentir bien, il faut que les choses soient équilibrées dans le temps. Alors, quels sont ces 6 domaines de l'équilibre personnel et du bien-être? Bien sûr, la famille, la vie émotionnelle, la vie sociale, les amis, les loisirs, l'univers spirituel et éthique, donc le fait d'être en accord avec soi-même et aussi d'avoir une forme de satisfaction mentale, la santé et les activités physiques, la satisfaction mentale et intellectuelle, et enfin la satisfaction professionnelle et financière. Alors ici, il n'y a pas d'ordre hiérarchique à l'intérieur de ces 6 domaines. Ce sont 6 domaines pour lesquels il faut se consacrer individuellement et trouver un équilibre. Si par exemple pendant très longtemps, vous vous ne suivez pas, vous n'apportez pas de soins à la santé et aux activités physiques, ben, tôt ou tard, vous avez un problème. Si vous ne, c'est un problème physique. Si vous n'apportez pas de soins à la vie de famille, à la vie émotionnelle, eh bien, au bout d'un moment, il y a un vrai problème. Ce problème va être l'isolement ou carrément la dépression ou des situations dramatiques. Si vous vivez sans satisfaction mentale et intellectuelle, eh bien la vie paraît vide et on ne sent pas voilà, il y a pas de joie de vivre non plus. L'univers spirituel et éthique est important aussi, c'est-à-dire de savoir quelles sont les valeurs que l'on a, etc. Donc ici, l'idée n'est pas de dire il faut que toujours tout soit équilibré dans le temps, mais dire en fait, pour se sentir bien dans la vie, il faut que régulièrement l'équilibre entre ces différents domaines de l'existence soit assuré. Euh, Graciela dit voilà le défi, trouver l'équilibre dans les différents aspects de la vie. C'est vrai, mais on peut aussi accepter que pendant un certain temps, cet équilibre ne soit pas présent, mais on doit être vigilant et se dire, tiens, pendant un certain temps, par exemple, j'ai favorisé ma vie professionnelle et j'ai délaissé ma vie familiale. Là, il faut que je fasse attention. Maintenant, je vais consacrer plus de temps à ma vie de famille. Voilà, sont en fait dans mon travail ici. Pourquoi la famille et la vie émotionnelle? Oui, Étienne Hubert dit pourquoi la famille et la vie émotionnelle sont-ils associés? Parce que la famille, c'est, disons, c'est un rapport émotionnel avec des personnes avec qui on sent un lien fort. Et la vie émotionnelle, c'est par exemple la vie amoureuse ou la vie affective. Et donc, voilà, c'est pour ça que je les ai mis ensemble ici. Être ouvert d'esprit et flexible, oui. Ça fait 20 ans que j'ai eu un gros déséquilibre perso qui m'a conduit au divorce. Voilà, alors il y a Maria qui dit, je dois vous quitter, malheureusement, je dois aller en cours, mais je regarderai l'enregistrement avec plaisir. Alors, on va continuer, si vous voulez bien. Bah, vous qui êtes professeur, qu'est-ce que vous trouvez intéressant, le plus intéressant dans votre métier? Qu'est-ce qui, finalement, pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Qu'est-ce qui est le plus intéressant d'après vous? Et j'ai pris un petit lutin là qui souffle dans une espèce de flûte pour vous poser cette question. Alors, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, qu'est-ce qui pour vous est le plus intéressant? Le partage. C'est important de savoir ce qui fait plaisir.
On ne finit jamais d'apprendre, dit Louis Mora. Luis Mora. Connaître de nouvelles personnes, personnalités, c'est toujours différent. On apprend en apprenant, je suis d'accord. Vous savez qu'en français, le mot apprendre, justement, il est intéressant parce que c'est à la fois apprendre quelque chose et apprendre quelque chose à quelqu'un, apprendre des autres. Donc, apprendre en français, c'est à la fois enseigner et apprendre. La curiosité, les connexions, l'apprentissage dû au partage, oui. Repérer le plaisir, la joie des élèves quand ils arrivent à comprendre un sujet qui était compliqué pour eux. La passion de faire découvrir aux élèves ce qu'il y a ailleurs de notre quotidien, qu'on apprend beaucoup des apprenants, connaître des personnes différentes, laisser du bien pour les générations futures. Oui, c'est le rôle, ouais, d'une responsabilité éducative, le plaisir de partager les connaissances, les expériences personnelles et le plaisir de transmettre, motiver l'enthousiasme, écouter la voix des jeunes, façon d'adapter le cours aux apprenants. Bravo, je vois que vous aimez votre métier, je n'en doutais pas. Partager mes connaissances et faire découvrir une nouvelle culture. Voilà. Alors, on continue sur les stratégies. Donc, d'une part, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des difficultés qu'on avait dans notre profession, donc avec les choses qui pouvaient être stressantes. Et là, on vient de faire le contraire, c'est-à-dire on se dit, tiens, je fais ce métier, pourquoi j'aime ce métier? Qu'est-ce qui est positif? Et maintenant, quelque chose que vous pouvez faire aussi très bien avec vos élèves, c'est on va faire l'inventaire des choses qu'on aime bien et qu'on aime ou qu'on aime bien faire. Alors, vous allez proposer des choses que vous aimez bien ou que vous aimez bien faire. Par exemple, moi, j'aime bien voyager. J'aime bien aussi donner des cours. C'est vrai, c'est ça. Alors vous, qu'est-ce que vous aimez bien faire dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez bien? J'aime bien le chocolat aussi. Donc vous demandez, alors ça c'est vous, hein, vous le faites pour vous, mais vous demandez aussi à vos élèves, à deux ou à trois, de faire une liste de choses qu'ils aiment ou qu'ils aiment bien faire dans la vie. J'attends vos réponses dans le chat. J'aime bien apprendre et faire apprendre. J'aime bien découvrir, donner des cours. J'aime bien cuisiner, régaler. J'aime bien nager. J'aime partager mes connaissances de la langue pour qu'ils avancent dans la vie. Danser, m'amuser. J'adore lire, moi aussi. J'aime bien écrire, passer des temps avec ma famille, cuisiner, danser, l'art, faire de la broderie, danser, voyager, partager. J'aime chanter et regarder des films, dit Myriam. J'aime bien, hop, j'aime voyager, danser, voyager, lire et danser. J'aime explorer, partager, voyager, donner mes cours de français au Mexique où j'habite, voyager, partage avec ma famille, dormir. Ah, bonne idée. Voyager et lire, faire découvrir une nouvelle culture aux apprenants. J'aime lire, parler français. Excellent. Alors, ici, vous pouvez faire ça avec les élèves, ça marche très bien. On fait le tour, donc les élèves font un petit groupe comme ça, ils font la liste des choses qu'ils aiment bien, et puis on fait le tour des élèves et chacun dit moi j'aime, et puis moi j'aime bien voyager, et puis l'élève suivant dit moi j'adore la langue française comme Ophélia, etc. Et après, ben, on écoute une chanson et ici, un de mes artistes préférés actuellement, qui s'appelle Grand Corps Malade. Je pense que vous connaissez Grand Corps Malade. Si vous ne le connaissez pas, c'est une bonne raison de le rencontrer. C'est un des rares artistes aussi qui parle des choses qu'il aime dans la vie. Et cette superbe chanson que vous pouvez aussi utiliser en classe. Alors, Anna-Maria dit, j'aime les animaux, les chocolats, cuisiner, marcher sur la plage. Bravo! Et voici un extrait de Grand Corps Malade. Pause. J'aime bien conduire le soir au moment où la nuit s'amorce. J'aime bien les paysages quand le soleil perd de la force. J'aime bien aussi faire une pause, penser à toi et sourire, te sentir près de moi et te regarder dormir. Voilà, alors j'ai pris un tout petit extrait, mais toute la chanson, en fait, est basée sur les choses qu'il aime. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut travailler pour éviter justement le burn-out? Voici quelques idées très simples, hein. Et vous pouvez là aussi, Nora dit, j'adore passer du temps avec ma famille, avec des amis, mais aussi donner des cours de français. Super. En fait, faire la liste des choses qu'on aime, c'est déjà aussi une manière de développer le bien-être. Et l'activité suivante ici, je vais vous donner quelques idées par rapport à l'idée d'éviter le burn-out, mais vous pouvez très bien
demander aux élèves aussi de faire la même chose. Là, ça pourrait être au niveau B1, par exemple, où on dit, tiens, vous savez on parle beaucoup du stress, on parle beaucoup du burn-out aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez donner quelques idées pour essayer d'éviter justement d'être stressé ou d'éviter le burn-out? Alors, voici toute une liste d'idées et j'espère qu'il y en a quelques-unes qui vous plairont. Alors, première idée, c'est de devenir adepte des petits plaisirs conscients. Par exemple, je prends une grande respiration et j'ai pris une grande respiration. Irina dit se connecter avec la nature. Vous avez tout à fait raison. Euh, il y a faire du yoga, dit Karen. Je vous laisse continuer. Je regarde la nature. Je mets mes écouteurs un petit moment. Méditer. Étienne, il y a un écrivain qui a dit un bon éditeur, c'est celui qui médite. Mais je plaisante. Euh, faire du lettrage. Ah oui, bonne idée. Avoir un animal de compagnie. Ouais, c'est l'animalothérapie. Écouter de la musique. Lire, réfléchir et faire attention à mon attitude. Jouer avec mes animaux après le job. Se régaler avec son assiette préférée. Ici, méditer. Ouais, très bien. Benjamin encore. Chanter avec mon fils. Voilà, caresser son animal de compagnie. Très bien. Manger lentement. Et en bien dégustant, être en silence, faire le silence, écouter Bach, oui, très bonne idée. Cuisiner avec les autres. Écouter la musique marche bien pour moi. Prendre le temps de parler avec des amis, boire du bon café, écouter de la musique et être avec ma famille. En tout cas, voilà, ici, toutes ces idées sont bonnes et l'idée, c'est développer ces idées et les vivre de façon à améliorer, à faire une petite marche pour me détendre, boire une tequila, ouais, peut-être deux, Martha. Regarder les étoiles, lire de la poésie, prendre un mescal, oui, faire de la randonnée. Je fais sortir les élèves de la salle et leur lancer un petit défi. Ils rentrent frais et moi aussi. Encore un mescal, dit Clara. Lire de bons livres. Alors je vais partager, ce n'est pas les... C'est super là, tout ce que vous proposez. Je vous propose aussi quelques autres idées. Et comme par exemple, riez au moins une à deux fois par jour. Ça, c'est très, très utile. Vous avez, avant de partir, faites le point quand vous quittez la journée, faites le point sur vos succès de la journée plutôt que pas. Et Maria Lila dit faire du sport, oui, ça c'est sûr. Reprenez contact, rire tout le temps, courir, dit Diana. Reprendre contact avec les amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, ça c'est très, très bien parce que si danser, ouais, ça c'est une très bonne activité aussi. Changer de look, des fois, faut essayer, c'est-à-dire on en a vraiment le comment dire de temps en temps on est là, on se sent un peu triste, hop, autant se faire plaisir et puis changer un peu de look. Danser, dit Cathy encore, faites du sport, donc faire du sport bien sûr. Inviter un ami à prendre un café ou un thé, c'est une bonne idée parce que euh, si vous n'y pensez pas, c'est que vous vous désocialisez, donc ça vaut la peine. Accepter de dire non, voilà une bonne idée aussi. Accepter de dire non à la prochaine demande qui génère du travail. Inviter des amis, dit Myrna, bien sûr. Accepter de dire non, c'est savoir dire oui, c'est important. Savoir dire non aussi pour se sentir bien dans la vie. Arrêter de vous excuser, ça c'est une bonne idée. S'entourer de gens optimistes. Vous avez bien raison, je vais y venir tout de suite. Euh, L'idée de s'excuser aussi, hein, alors, il est possible de s'excuser, bien sûr, si on a fait une bêtise, mais parfois, certaines personnes ont tendance à s'excuser beaucoup. Je suis arrivé en retard, je m'excuse. En fait, chaque fois qu'on s'excuse, on se rend en fait inférieur à la personne par rapport à qui on s'excuse. Et donc, on peut s'excuser, mais le faire tout le temps, c'est pas une bonne idée. Évitez tout ce qui vous affaiblit, l'alcool, les drogues, les médicaments, les rencontres avec des personnes nocives. Je reviens à ce que disait Irina là dans le chat. Elle dit s'entourer de gens optimistes et en tout cas aussi éviter les gens qui prennent de l'énergie et qui vous empêchent d'être heureux finalement. Et puis essayer de trouver une activité de loisir éloignée de la profession. Alors moi, je suis très mauvais pour ça, en fait. C'est un conseil que je donne
par exemple, d'avoir des amis aussi qui sont éloignés de la profession qu'on fait. Mais, par exemple, moi, j'adore lire. Donc, j'ai mis la lecture dans mon travail. Et alors, parler avec quelqu'un d'intelligent, ça aussi, c'est bien, euh, parce que ça aide. Et puis, de temps en temps, c'est aussi une idée qu'il faut avoir, c'est-à-dire quand ça va pas bien du tout, ben, il faut parler à un médecin aussi. C'est-à-dire parler à une personne qui n'est pas liée à vous de façon émotionnelle, mais qui va effectivement vérifier si vous êtes en situation de burn-out ou bien de pré-burn-out ou bien de stress excessif et il va vous donner des conseils utiles. Limiter l'exposition aux écrans. Ben, l'exposition aux écrans aussi est un facteur de risque, en fait, parce que justement, les écrans fatiguent, tout simplement. Etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées encore qu'on pourrait avoir. Et puis, ben, je vous en donne une en musique avec Jules Jaconelli, et c'est lâcher prise. De temps en temps, il faut savoir lâcher La 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 la, lâcher prise. La belle entreprise. La 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 la, lâcher prise. Je me l'autorise. La 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 la, lâcher prise. Le temps des cerises. La 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 la, lâcher prise. Je me l'autorise. Voilà, petit extrait de cette chanson. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Comme dit Irina aussi, pensez aux autres dans le présent et pour l'avenir. Laisser de côté une vision courte et penser à long terme, oui. C'est-à-dire que aussi le fait d'être triste ou pas très bien une journée, ça ne veut pas dire qu'on est triste ou qu'on est malheureux, mais effectivement penser à long terme. Alors, euh, je voudrais terminer, on arrive presque au bout, avant que, si vous le souhaitez, vous pouvez poser encore des questions, mais deux petits clins d'œil, deux petites remarques sympathiques, j'espère, pour vous. La première, c'est cette phrase que j'aime beaucoup: si votre plan A ne marche pas, c'est-à-dire si quelque chose que vous avez prévu de faire ne marche pas, ben, il existe, voilà, il existe beaucoup d'autres possibilités pour l'avenir. Donc, si votre plan A ne marche pas, restez zen. Il reste encore 25 autres lettres dans l'alphabet. Voilà une belle citation que j'ai pris. Enfin, c'est une citation assez connue, mais j'aime bien j'aime bien ça. Et puis, je voudrais aussi, parce que j'aime bien la chanson, donc j'ai commencé par une chanson, et je voudrais vous proposer une chanson qui me plaît beaucoup. Et la chanteuse est oui, une des artistes aussi que j'aime bien dans la vie, qui s'appelle Jeanne Chéral. Je ne sais pas si vous la connaissez, Jeanne Chéral. Je vais mettre son nom ici d'ailleurs dans le chat. Attendez, voilà. Voilà, Jeanne Chéral. Et elle est dans cette chanson, je l'aime beaucoup. Et bon, ben, je vous la laisse écouter. J'en parle pas plus. C'est parti. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, c'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est énervant de croiser des couples très amoureux. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on pourrait se contenter de quelques mètres carrés. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est bon de se rappeler qu'on peut dormir à côté. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, il n'y a que l'être aimé, digne d'être regardé. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, il faut rien exagérer, on va pas se crever les yeux. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on s'émeut d'un petit rien, on est bête, on est si bien. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, il se peut qu'on se dise tiens, c'est drôle, ça me fait plus marrer. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on vénère son odeur, on respire sa sueur. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, on peut parfois prendre peur, car le corps a ses horreurs. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on adore absolument, on adore
adulte entièrement. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, on peut penser c'est marrant, ça je l'avais pas remarqué. Mais ceux qui s'aiment restent courtois. On dirait même qu'ils ne se lassent pas. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on peut tout abandonner pour l'amour de sa moitié. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, on préfère y regarder. À deux fois c'est plus sérieux. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on se mange dans la main, même si on n'a jamais faim. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, la fringale qui revient nous ramène à nos instincts. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, c'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est énervant de croiser des couples très amoureux. Et moi qui t'aime, avec tout ça, on dirait même que je ne me lasse pas. Merci. Alors, Jeanne Chiral est certainement une artiste tout à fait remarquable. Elle vient de sortir un nouveau disque il y a quelques semaines. Alors, voilà, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Vous avez ici un QR code qui vient de s'afficher et vous avez aussi une adresse qu'on appelle raccourci, en fait. Et à partir de cette adresse, vous pouvez immédiatement retrouver la présentation que je viens de vous proposer. Si j'arrive, voilà, je reprends ici le DGXY, voilà, link, slash, S. Donc, vous avez ici l'adresse raccourcie, en fait, et vous pouvez donc accéder très directement. Alors, je passe évidemment encore un extrait de chanson pour terminer. Et voilà, si vous n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat ou à faire des remarques. Et donc, vous avez l'adresse ici et vous avez l'accès à tous les documents que j'ai présentés. Voilà, ici. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire, au présent sans retenir le passé imparfait. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire, au présent sans retenir le passé imparfait, le passé imparfait. Voilà, elle s'appelle Nash, N-A-C-H, et c'est la sœur de Mathieu Chédid, qui est un des grands artistes actuellement en France. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, et je vais, voilà, j'arrête ici, le partage, et voilà. Alors, je vois ici, il n'y a pas, en suspens, alors il y avait la même chose, le chat. La famille, la santé, d'accord, très bien. Voilà. On a eu une panne Internet, je ne peux voir que les dernières 40 minutes. Alors, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir revoir ce webinaire en entier, donc il est disponible. Et puis voilà, je laisse la parole. Alors déjà, je remercie beaucoup l'Institut français, l'ambassade de France au Mexique et l'IFAL donc, pour m'avoir invité à partager avec vous ce moment. J'aurais discuter avec vous, mais c'était un plaisir déjà de partager avec vous ces idées. Et puis, bah, je vous souhaite
tout le meilleur possible. En fait, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Donc, je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui, demain, et puis toutes celles qui suivent après. Et je passe la parole à Rodrigo qui va vous dire quelques mots. Donc, merci énormément, Michel, pour ton intervention. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui. Ça y est, c'est bon là. Ah oui, ok. Donc, merci beaucoup, Michel, pour ton intervention. C'était très intéressante. Aussi, un grand merci au professeur de français pour avoir pris le temps de participer, malgré les emplois de temps qu'on a qui sont parfois bien chargés. On espère que ces moments vous aura permis de respirer un peu et de repartir avec quelques idées utiles pour le quotidien. Et bon, parfois les thématiques proposées sont plutôt liées à la pédagogie, mais cette fois on a pu aborder un sujet qui touche aussi l'équilibre de la vie personnelle. Donc merci Michel. Et merci aussi pour toutes les recommandations personnelles, musicales, pardon. Donc ça serait tout. Et restez professeur attentif au mailing. Comme ça on pourrait participer dans de prochains webinaires. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt. La deuxième chanson que j'ai partagée, ah oui, c'était Pause de Grand Corps Malade. Ah, Jacqueline, c'est gentil, tu m'as fait rêver. Est-ce qu'il y a des attestations, Rodrigo, pour la participation? Je ne sais pas. Je suis pas assez sûr, mais si on a, on vous la fera parvenir. Mais je sais pas. Vous pouvez m'envoyer un mail ici et comme ça on est en contact sur ce type de sujet. becasformaciones@ifal. Donc ouais, je vais fermer le webinaire. Donc merci beaucoup Michel, Voilà, à merci au bientôt. professeur de Merci français. Rodrigo, merci à tout le monde. Bonne soirée à tous.